Chaque mois, chez Imaya, on organise ce qu'on appelle le IMAD. C'est une journée de partage de connaissances. Et cette fois-ci, c'est un peu spécial parce qu'on a décidé de l'ouvrir. Donc vous allez, comme nous, partager ce moment où vous allez apprendre. Aujourd'hui, c'est Eladi et Johan donc, qui vont faire le premier slot. Johan, c'est le Head of Data de Imaya. Il affectionne tout particulièrement, lui, le produit et la data. C'est le data scientist qui a toujours voulu rester en contact avec le métier, qui a toujours voulu penser à une organisation qui était cohérente avec le métier. Donc pour moi, il était logique qu'il puisse présenter et faire cette introduction. Et Eladi, pour la petite histoire, il a rejoint Imaya début mai, le 3 mai. Et son premier mot, comme tel un enfant, c'était data mesh. Il a dit. Et le 31 mai, il a publié son premier article de blog sur notre site concernant le data mesh. Eladi, un peu un visionnaire. Et nous voilà tous ici, grâce aux petites graines posées par Eladi dans cet environnement-là. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé et que maintenant c'est au tour de nos speakers de venir nous rejoindre. Bonjour à tous. Alors on est très content d'être là avec Johan pour ce premier événement d'Imaya. Et aujourd'hui, en fait, on va vous parler de data mesh. Donc pour ce premier slot, pour cette première présentation de l'après-midi, donc on va essayer de poser les bases et avoir un discours commun pour l'après-midi. Comme ça, on va savoir le data mesh, qu'est-ce que c'est. Et on verra tout à l'heure certaines propositions dans des entreprises par rapport à cette méthodologie-là. Donc, nous qui on est. Donc, comme a dit François, je suis Johan, le cofondateur d'Imaya et donc Head of Data. J'affectionne particulièrement les sujets produits et tech. Et donc, avec Eladi ici présent. Yes, et moi-même, donc je suis Eladi Cherifi, data engineer. Donc j'ai travaillé sur des archidata qui étaient de base on-prem, qui sont aujourd'hui sur le cloud, avec de temps en temps des environnements sur Kubernetes. Et aujourd'hui, je sens très clairement que le data mesh, ça va être effectivement l'évolution de ces data plateformes-là. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, le data mesh, tout d'abord, pourquoi on en parle? Pourquoi on est là aujourd'hui? Ce mouvement-là, en fait, il vient répondre à un constat. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on a des data platforms qui sont assez difficiles à faire passer à l'échelle. Donc, quand on dépasse une cinquantaine, une centaine de data pipelines, ça commence à être difficile à gérer. On remarque aussi via ce schéma-là qu'on a les équipes data qui sont vraiment au centre de la data platform. Malheureusement, ils ne sont pas assez contents. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour construire des data pipelines. On récupère de la donnée source et on la dépose à nos consommateurs. Donc malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un système de silos qui s'est créé autour de l'équipe data. On voit les personnes de droite, du coup les producteurs de la donnée qui sont plutôt contents. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent en fait la donnée métier de ce qu'ils sont en train de faire. L'équipe data au centre, malheureusement, elle n'a pas cette connaissance métier qui est approfondie sur les données qu'ils sont en train de traiter. Et l'équipe de gauche, les consommateurs, ils sont pas mécontents, ils sont pas contents, ils sont plutôt bof quoi. Et donc le ressenti, c'est quoi? C'est que oui, effectivement, ils ont accès à la donnée, ils peuvent l'utiliser, mais cependant, s'il y a besoin de faire une évolution, ils doivent recontacter l'équipe data qui doit adapter la pipeline, qui doit elle-même demander à l'équipe productrice de la donnée de changer sa donnée et compagnie. Donc il y a vraiment un silotage qui se crée. Donc ça, c'est une des conséquences à ça, c'est que l'équipe data qui est au milieu, elle a aussi des technologies qui lui sont propres. Je pense notamment à Spark ou toute autre chose, qui est des technologies qui sont vraiment liées aux équipes data. Donc on est en train de créer des personnes qui sont hyper spécialisées dans certaines technologies. Donc la conséquence à ça, c'est quoi?
c'est qu'on a une pénurie de profils data malheureusement. Donc il est plus compliqué aujourd'hui de trouver des data engineers, data scientists et compagnie de qualité. Voilà. Et ce qu'on remarque, donc pour résumer tout ça, pour résumer ce constat-là, c'est qu'on a une équipe data qui est silotée, on a des data pipelines qui sont difficiles à maintenir à partir d'un certain nombre, et on a vraiment cette équipe data qui devient un goulot d'étranglement. Donc le data mesh, il vient répondre à ça. On va vous parler des grands principes du data mesh, pour commencer. Donc l'idée qu'on souhaite vraiment, pour introduire le data mesh, on a décidé d'en parler via le prisme DDD, donc Domain Driven Design. Donc le data mesh, qu'est-ce que c'est? C'est l'application du DDD au domaine de la data. On a l'application du DDD au domaine de la data, mais on a aussi, on va en parler un petit peu après, c'est qu'on a aussi le mouvement DevOps qu'on va appliquer à la data. Donc le DDD, qu'est-ce que c'est pour en parler? Donc c'est une méthodologie de développement logiciel dont le but est de structurer donc, les développements par domaine métier. C'est-à-dire que mon entreprise, je vais la diviser par domaine métier pour casser le monolithe qui est en train de se créer. Donc autour de cette mouvance-là, comment on va faire pour appliquer le DDD dans un contexte data? Donc du coup, quand on veut l'appliquer sur le monde de la data, le data mesh permet de répondre par 4 grands piliers. Le premier d'entre eux, ça va vraiment être autour de l'ownership de la data par les domaines. Donc ça, c'est vraiment la pure application du DDD sur la data. Les 3 autres piliers vont venir soutenir ce premier principe pour éviter tout un tas d'écueils, comme la création de silos, si on veut vraiment que la donnée soit uniquement faite par le domaine en question. Donc on a un autre pilier qui va être voir la data comme un produit à part entière qu'il va falloir exposer aux autres domaines. Le tout aidé par une plateforme qui permet de faciliter la création de ces produits data. Et enfin, chapeauté par une gouvernance fédérée qui permet justement d'avoir un certain niveau de standardisation, d'harmonisation des pratiques entre les différents domaines. Donc ces 4 grands principes sont vraiment là de manière interdépendante pour mettre en place le data mesh à l'échelle de l'entreprise. Donc on va rapidement les passer en revue. Donc le premier principe sur l'ownership de la data par domaine. L'idée est vraiment que la donnée, plutôt qu'elle soit gérée par cette équipe centrale, cette équipe data qui gère un data lake, elle soit gérée et mise à disposition par les domaines métiers, parce que c'est eux qui en maîtrisent le mieux les aspects fonctionnels. Et donc ça veut dire que ce domaine métier a des nouvelles responsabilités. Ça va être de produire ces différents datasets, ça va être de les maintenir dans le temps et de faciliter leur mise à disposition et leur utilisation à la fois au sein du domaine, mais aussi auprès des autres domaines métiers qui pourraient en avoir besoin pour créer de la nouvelle valeur. Donc voilà vraiment, l'idée est vraiment de mettre l'ownership de cette data au niveau du domaine. Ensuite, le second, c'est de voir la data comme un produit. Ça veut dire qu'on essaie de pallier aux problématiques que pourraient apparaître si on veut mettre la data à l'échelle des différents domaines, c'est-à-dire la création de silos. Et donc, on voudrait avoir un moyen d'harmoniser la création de datasets, de produits data, pour rendre ça de manière efficace et pour vraiment être capable d'utiliser les produits data à l'échelle de l'entreprise. Donc du coup, on essaie de voir la data comme un produit, donc on applique les règles du product thinking pour des datasets. Donc là, on ne parle plus forcément de création de produits logiciels. La data, les datasets qu'on crée, sont vus comme des produits à part entière qui doivent être utilisables en tant que tels. Donc ça veut dire qu'elles doivent respecter un certain nombre de principes qui sont listés ici, d'accessibilité, de découvrabilité, de qualité, qui permet de se dire, OK, les produits data que je suis en train de créer, ils valident un certain nombre de principes qui me permettent de dire, vous pouvez les utiliser, même si vous n'êtes pas ces créateurs, parce que j'ai tout un ensemble de documentation, d'informations et de standards de qualité qui me permettent de dire, elle est exploitable, elle est utilisable et elle est découvrable. Alors, autour de ces 2 principes qu'on a vus pour le moment, il faudra forcément une architecture technique pour mener à bien cette mouvance-là data mesh. Donc, à ce niveau-là, on va parler de data platform self-service. Qu'est-ce qu'une data platform self-service? Déjà, pourquoi elle est là? Son but essentiel, c'est de créer des produits data tout en évitant donc, les données redondantes au sein de mon entreprise. Parce que imaginons que
j'ai des données qui sont créées par 2 domaines métiers, ben, je n'ai pas envie de créer 2 fois le même produit data. Je prends un exemple, je calcule mon chiffre d'affaires d'un prisme marketing, je n'ai pas envie qu'il soit calculé de la même manière d'un autre côté finance, par exemple. C'est juste un exemple. Donc cette infrastructure-là, donc, elle doit être agnostique au domaine métier. C'est-à-dire que ma data platform as a service, elle ne doit pas répondre à une équipe particulière. Donc, elle doit être utilisée par tout le monde de manière agnostique. Donc, au final, ce qu'elle va faire, quel est son rôle en fait au sein de l'entreprise, elle va fournir des services et des ressources au sein de mes domaines pour produire et construire des produits data. Donc, parmi les services qu'on peut définir aujourd'hui, donc c'est par exemple stocker la donnée de manière scalable, fournir un catalogue de données, assurer la sécurité, la gouvernance de mes données, faire du monitoring, de l'alerting sur mes produits data. Voilà. Et en fait, ces différents points, ils doivent être en mode self-service. C'est-à-dire que ma data platform qui est là, donc la self-service data platform, elle fournit des accès à tout le monde pour pouvoir en fait faire du compute, faire du storage, appliquer des policies par rapport à la gouvernance. Je peux citer un exemple. Par exemple, une équipe de domaine métier qui souhaite créer un produit data, ben, elle a besoin d'un certain stockage. Elle va solliciter la self-service data platform pour pouvoir avoir un accès à ces buckets S3 ou que sais-je. Même chose pour la partie compute. Si j'ai besoin d'une certaine ressource ben pour, par exemple, faire tourner un job glue sur AWS, ben, je vais solliciter la self-service data platform. Donc, elle vient répondre à ça. Et on a souhaité aussi rajouter un petit point, c'est que la data platform qu'on a actuellement, la data platform dite classique, ben, en fait, on peut la réutiliser pour qu'elle soit une data platform en mode self-service. Il y a une grosse différence cependant en termes de conceptualisation entre une data platform classique et une pour le data mesh. La data platform self-service, donc elle n'aura pas la responsabilité de créer des datasets. Le produit data, sa responsabilité, elle doit être par le domaine qui est en train de la créer et non pas par la data platform team. Donc elle fournira en fait des services aux différents domaines métiers pour qu'ils puissent créer des produits data par eux-mêmes. C'est ça vraiment la clé et la différence. Autre point, le dernier pilier qui est aussi super important, c'est la gouvernance de données. Donc, une fois que j'ai mes produits data qui sont créés dans mon entreprise sur différents niveaux, ben, en fait, il faudrait quand même que j'ai un point commun en fait, entre ces produits data. Donc, c'est vraiment le cœur du mesh, la maille. Donc, mes produits data, ils doivent être sécurisés, ils doivent être fiables et ils doivent apporter une valeur métier. Sinon, ça ne sert à rien de les avoir. Donc cette gouvernance-là, qu'est-ce que c'est en fait ce Federated Computational Governance? Ça va être en fait la gouvernance qui est fédérée, qui est calculée automatiquement au sein de toute l'entreprise. Quand je vais créer un produit data, je vais solliciter la gouvernance fédérée qui va me fournir en fait des policies qui sont exécutées automatiquement pour pouvoir sécuriser ma donnée. Donc il y aura un petit schéma qui va en parler, ça va être mieux. Donc, on va déléguer la responsabilité de la gouvernance et de la qualité des données au produit, au domaine métier qui génère le produit data. Donc, on n'aura plus une équipe de gouvernance qui est centrale, qui est en général aussi un goulot d'étranglement pour l'entreprise, parce qu'en général, c'est des process qui sont lourds, qui doivent être vérifiés pour chaque produit qu'on délivre. Là, non, en fait, ce qu'on va dire, c'est que la gouvernance, elle doit être aussi dans la responsabilité des domaines métiers qui produisent les produits data. Voilà. Par contre, le rôle de cette gouvernance-là, ça sera d'automatiser les policies de gestion de mon produit data. Donc, on a des guiding values qui vont venir chapeauter en fait la création de mes produits data. J'aurai des policies qui vont être appliquées au niveau de ma self-service data platform de manière automatisée. C'est-à-dire que quand je vais créer un produit data, on va appliquer automatiquement ces policies. Ces policies, comment ils doivent être définis? Ben, en fait, c'est un consensus
voilà, un consensus entre les PO de chaque domaine, on va en parler un petit peu après du rôle du PO, et de la Federated Team, donc qui va gérer en fait ces policiers à appliquer. Nous, on pense que pour mettre en place le data mesh au sein d'une entreprise, commencer par la partie gouvernance, c'est vraiment un bon point de départ. Pourquoi? Parce qu'elle va venir en fait chapeauter toute l'entreprise pour un prisme data mesh. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, ces 4 principes, ces 4 piliers, ce ne sont pas 4 piliers complètement indépendants qui ont été sortis du chapeau comme ça. Chacun a vraiment une connexion à l'autre pilier. Donc prenons les éléments un par un. Vous avez ici une organisation typique data mesh. Vous avez 2 domaines métiers qui vont produire leurs propres produits data. Et au-dessus de tout ça, une équipe de gouvernance, enfin, différents membres de ces domaines qui vont constituer une guilde dans la gouvernance pour mettre en place un certain nombre de standardisations de policies. Et en dessous de tout ça, la Self-Service Data Platform qui permet justement de donner un certain nombre de services. Donc lorsqu'on pense aux différents piliers, vous avez le premier d'entre eux qui va être le lien entre le domaine métier et le data as a product. Finalement, on a pensé le data as a product comme pilier pour éviter les silos qui peuvent être créés lorsqu'on veut gérer l'ownership par différents domaines. Donc un certain nombre de guidelines mis en place pour considérer qu'un produit data respecte les bonnes règles, notamment l'accessibilité à d'autres domaines. L'idée de ce deuxième pilier data as a product, c'est vraiment de casser les silos qui peuvent être créés lorsqu'on veut gérer la donnée par domaine. Le deuxième point, ça va être qu'entre un domaine métier et cette data platform, l'objectif de cette data platform, c'est vraiment de donner les moyens au domaine métier de créer ces produits data de manière simple et efficace pour éviter tout problème en termes d'expertise, en termes de ressources. Donc cette plateforme est vraiment là pour faciliter la vie des personnes du domaine métier pour que cette prise de responsabilité dans la création de produits data ne soit pas vraiment quelque chose de painful et dont les équipes n'ont pas envie d'aller. Troisième point, vous allez avoir pour la création de produits data, on va forcément se baser sur cette data platform. Vraiment, l'idée, c'est de réduire le coût de l'ownership de ces produits data au sein des domaines métiers. Donc vraiment, on veut vraiment faire en sorte que cette plateforme soit au service de nos produits data et nos domaines pour qu'il y ait vraiment une réduction des coûts et de la difficulté de mise en place de produits data. Et enfin, dernier point autour de cette gouvernance de données, l'idée, c'est vraiment d'accroître l'engagement des équipes au sein des différents domaines et de réduire leur isolation avec un ensemble de policies, de règles qui permettent de s'assurer que ce que fait un domaine n'est pas complètement différent de ce que peut faire un autre domaine. Et ça, c'est avec des représentants de chacun des domaines qui vont constituer cette guilde et qui vont gérer cette gouvernance. Donc chacun des piliers du data mesh est vraiment là pour supporter l'autre et ils sont tous absolument interdépendants. Donc, après tout ça, est-ce que le data mesh, c'est un breaking change dans l'entreprise? Est-ce qu'il va venir en fait tout chambouler? C'est la question qu'on s'est posée. Donc, on voudrait aussi noter, donc avant de répondre à cette question, que on pense que c'est une évolution typiquement naturelle de la data. On l'a déjà vu au préalable dans des systèmes d'information qui sont devenus gros, qui sont devenus des monolithes, où on a eu des silos auparavant, entre par exemple les devs et les ops. Donc aujourd'hui, le data mesh, c'est vraiment l'application de certains paradigmes qu'on a déjà vus au préalable au monde de la data. L'application du DDD pour découper en fait par domaine métier, découper le gros monolithe. Donc deuxième point, donc s'inspirer du mouvement DevOps pour casser les silos entre l'équipe data et les autres teams. Donc on a vu que y a vraiment des rôles qui évoluent. Le premier, le Data Product Owner, donc il aura de nouvelles responsabilités. Du moment que dans le produit qu'il est en train de délivrer, il y a une partie data, il est en train de créer un produit data, en fait, il aura certaines décisions à avoir, à faire. Il faudrait qu'il ait une bonne vision du produit data qu'il est en train de créer. Et en fait, il sera obligé à un certain moment de créer des KPI sur son produit data pour pouvoir en mesurer sa qualité. Pour savoir que voilà, le produit data qu'il est en train de créer
ben, il est utilisé par exemple par X personnes, il y a eu un certain nombre de pipelines qui ont échoué, combien, pourquoi et compagnie. Donc il doit fournir des KPI pour le reste de l'entreprise pour dire que voilà, mon produit data, il respecte certains SLO. Il doit aussi récupérer du feedback parmi les équipes qui sont consommatrices de son produit data. Donc ça aussi, c'est super important. Une notion de feedback qu'il faudrait qu'on ait à chaque fois qu'on crée un produit data. Dès qu'on crée un certain produit, il faudrait qu'on ait un retour par rapport à ça. Est-ce qu'on est en train de bien faire les choses? Comment on peut les améliorer? Ainsi de suite. Donc toute cette vision-là, elle va être gérée par le Data Product Owner. Deuxième rôle qui va changer essentiellement, ben, c'est le rôle du Data Engineer. Le Data Engineer, mais en fait, il ne sera plus isolé dans une équipe où il fera que des data pipelines. Non, son rôle, il va évoluer. Il va gérer des produits data, il va créer des produits data, cependant avec une vision un peu plus métier cette fois-ci. Typiquement, la création de nouvelles colonnes qui ont de la valeur pour mes consommateurs, mais cette fois-ci avec un prisme métier. Il aura par ailleurs, donc, il est vraiment placé au cœur technique du data mesh et il n'est plus isolé en fait dans son équipe. Au contraire, il va discuter avec des software engineers au sein d'un même domaine pour construire ces produits-là. Donc, le data mesh, il va favoriser en fait cette pollinisation des connaissances entre les data engineers et les software engineers. Pourquoi? Ben parce que dans un domaine métier, il n'y a pas que des data engineers ou que des software engineers. Il y aura en fait cette mixité de profils pour pouvoir construire ces différents produits. Donc au final, on aura des software engineers qui vont aussi contribuer dans la production de produits data. Donc il faudra forcément qu'ils travaillent tous les deux en collaboration. Donc, les software engineers ils vont acquérir de nouvelles compétences sur la partie data et les data engineers vont aussi acquérir des compétences dans le monde du software engineer. On dit souvent que les data engineers, ils ont un manque sur la partie software engineering. Je pense notamment à la CI/CD, aux tests automatisés. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est un on dit, quoi. Donc, le but de ça, c'est de favoriser cet échange-là et que tout le monde en fait ait ces nouvelles compétences pour créer ces produits data. Donc il faudra forcément passer par des formations pour que les différents software engineers puissent avoir les bonnes connaissances et les bonnes pratiques pour pouvoir créer ces produits data. On aura de nouveaux rôles qui vont sûrement émerger, et notamment le rôle du Data Infra Engineer. Donc Data Infra Engineer ou Data Platform Engineer, ils n'ont pas encore trouvé le nom. Mais on sait que son rôle, ça va être de construire et de gérer la self-service data platform. Donc ça va être à cette équipe-là, en fait, de gérer, par exemple, la mise en place automatisée des policies qu'on a évoquées. Ça va être, par exemple, la création des différents services avec de l'infra as code, des choses comme ça. Donc, ils auront un rôle tout aussi primordial parce que ça va être vraiment le cœur aussi, enfin, une partie du data mesh, une partie qui n'est pas des moindres parce que c'est vraiment l'architecture sur laquelle on va se baser. Donc, ce rôle, en fait, on peut le trouver aujourd'hui chez des SRE qui ont une appétence ou qui ont une expérience sur le monde de la data au préalable. Voilà. Donc voilà, en conclusion, pour tout ça, c'était une simple introduction pour harmoniser nos différents vocabulaires autour du data mesh. Ce qu'on veut vous faire comprendre comme message avant de passer à des retours d'expérience plus terrain, c'est qu'une transformation autour des principes du data mesh, c'est loin d'être simplement une transformation technologique. C'est vraiment une notion de change management. Il y a vraiment une dimension humaine qui est à prioriser pour mettre en place et faire onboarder les personnes autour d'une transformation autour des data mesh. Donc, même sa créatrice a défini le data mesh comme un paradigme socio-technique pour vraiment mettre en avant le côté humain de cette transformation en termes d'organisation et de gestion de la data dans l'entreprise. Et donc au final, c'est vraiment un changement de paradigme dans la manière dont on voit la data dans l'entreprise, une vision complètement décentralisée, complètement en décalage avec une vision d'équipe très centralisée autour d'un data lake qu'on peut avoir actuellement. Donc c'est vraiment un changement, un shift de paradigme complet qui nécessite à la fois une transformation bien sûr technologique, mais surtout humaine et organisationnelle. Donc voilà pour cette introduction. Merci à tous et on prend d'éventuelles questions si vous avez. Merci beaucoup.